Oui, bonjour à toutes et à tous. 67 millions de Français auraient aimé déjeuner avec notre équipe de France. Vous venez de vivre ce moment. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, très À, heureux d'être là et d'avoir vécu ce moment. Bonjour à tous les deux. à mes côtés, Jean-Louis Tour. Merci de nous accorder cet entretien exceptionnel pour RMC et pour BFM TV dans ce cadre idyllique, j'ai envie de dire. Juste derrière vous, c'est le château de Clairefontaine. Vous avez vu les Bleus. Vous les avez trouvés dans quel état d'esprit? Je les ai trouvés concentrés. Et il faut qu'on mesure tous qu'on leur demande un très gros effort, parce qu'ils sont dans une bulle sanitaire depuis maintenant plusieurs jours déjà, et qu'elle va durer jusqu'au 11 juillet révolu, parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils reviennent avant. Donc non, je les ai trouvés concentrés. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai collectif, de la complicité et beaucoup de sérénité. Ça m'avait frappé déjà en 2018, mais là j'ai trouvé de l'ambition, mais sereine, pas de tension. Et une extraordinaire entente entre eux, sous la houlette de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris. Il y a 3 ans, vous leur avez rappelé qu'une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Est-ce qu'il a fallu faire la même chose et leur fixer ça en D'abord, objectif? je leur ai dit merci des efforts qu'ils faisaient de nous accepter dans cette bulle, parce que c'est des circonstances exceptionnelles. Ensuite, je leur ai passé des messages très simples, au fond 4 messages. Je leur ai dit, vous n'avez rien à prouver, vous êtes de très grands joueurs, mais ne lâchez rien. Et jusqu'à la dernière minute. Parce que l'équipe qui gagne la compétition, c'est celle qui en veut le plus. Et ça, j'y crois très profondément. Et en 2018, c'est l'équipe de France qui en voulait le plus. Et donc, il faut que ce soit pareil là. La deuxième, je leur ai dit, le groupe est plus fort que chacun. Et je crois que c'est vraiment l'esprit du sélectionneur, de Didier Deschamps. Et donc, sur le papier, on a les plus belles individualités, cet Euro. Il n'y a aucun doute. Mais c'est ensemble qu'ils sont beaucoup plus forts et par la capacité à un moment à se sacrifier pour l'un ou l'autre, pour le jeu, pour le collectif. Puis le troisième, j'aurais dit, c'est l'enthousiasme. C'est pas commun, mais ils vont retrouver le public pour beaucoup. Et on est le lendemain de la reprise du sport amateur. Les plus de 2 millions de Françaises et de Français qui aiment le foot depuis hier peuvent se rentraîner. C'est extraordinaire. L'Euro commence demain, on est ensemble aujourd'hui. Et donc c'est une nouvelle phase. Et ils vont retrouver, eux, leur public. Ils vont pouvoir réenthousiasmer les fans de foot, français mais européens. Et donc je leur ai dit, prenez de l'enthousiasme. Et le quatrième message, c'était quand même de la ramener. Ah, quand même. Ramener la coupe à la maison? Bien sûr, il faut la gagner. Et la dernière fois, on n'était pas loin, il faut dire ce qui est. Je pense qu'on a les capacités. Il faut toujours rester humble et jamais sous-estimer les adversaires. On le sait, une poule très dure. Je pense historiquement dur, mais ils peuvent le faire. Et donc, en tout cas, c'est l'objectif à signer. Alors, vous avez souvent répété à plusieurs reprises que les 2 métiers les plus difficiles en France, c'est président de la République et sélectionneur national de l'équipe de France. Et pourtant, vous n'avez jamais donné d'ordre. Je ne sais pas qui est le plus difficile entre président et sélectionneur. J'ai ma petite idée. Monsieur le Président, est-ce que Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur que l'on ait jamais eu à la tête de l'équipe de France? Non, c'est un immense sélectionneur. Je dis c'est très dur parce que nous sommes faits comme ça, et je ne le fais pas avec vous parce que je fais attention, mais on commente en permanence les choses auxquelles on est attaché. Donc on se dit, moi j'aurais fait comme ci ou comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas un endroit en France où on ne dit pas, j'aurais pris tel joueur ou tel autre, je l'aurais mis là. Bon. Didier Deschamps est un très grand sélectionneur. D'abord, ça a été un très grand joueur, un très grand capitaine. Je crois qu'il faut être très lucide là-dessus. Il a ramené énormément de coupes. Il en a ramené pour des grandes équipes françaises et il en a ramené quand il a poursuivi sa carrière en Italie. Il a été un grand joueur lui-même d'équipe de France et il a ramené cette première étoile. Il a été un très bon entraîneur et là, il est un sélectionneur. Oui, surtout, il y a chez lui, je trouve, une vigilance sur tous les aspects. Je crois que c'est ça qui est le plus admirable. C'est-à-dire évidemment sur les schémas tactiques et les schémas de jeu, mais sur les individualités et la manière de les faire grandir. Et donc, je crois que c'est ça qui force le respect. Voilà, et il est constamment vigilant à tout cela. Donc c'est un très grand sélectionneur. Je pense que c'est évidemment l'un des plus grands de notre histoire et l'un des plus grands aujourd'hui au monde. Alors, Monsieur le Président, on est curieux de savoir ce que vous avez dit aux joueurs avec qui vous avez passé du temps tout à l'heure. L'une des stars de l'équipe de France et qui est même en train de devenir un symbole français, c'est Kylian Mbappé. Sur le ton de la blague, vous l'avez envoyé à Marseille il y a quelques jours. Il n'empêche que la question de son avenir à Paris se pose. Est-ce que vous lui avez glissé un mot? Est-ce que vous l'avez incité à rester en France? Parce que c'est bien pour tout le monde qu'il reste en France, pour le foot français, pour la France même en général. Est-ce que vous avez une discussion avec lui dans ce sens? Non, je ne l'ai pas eu d'abord parce que là, je veux qu'ils soient tous concentrés sur cette compétition.
admiration, donc je n'ai pas parlé de leur destin personnel en club. Et je l'ai fait sur le ton de la boutade, bien sûr, mais je pense que le PSG est un très grand club qui a su le faire grandir. Et je pense que c'est important qu'il reste au PSG pour le club, pour le championnat français. Après, jamais je mettrai de la pression à un joueur. Pour son équipe, ce sont des choix très personnels, très intimes, que je respecte, c'est une évolution de carrière. Mais en lui, on sent qu'il a ça, de vouloir promouvoir le championnat de France et la France aussi en restant à Paris. En tout cas, c'est vraiment un jeune homme, parce que je crois que c'est encore le Benjamin de cette équipe, hein. C'est un jeune homme qui force l'admiration de millions de Françaises et de Français. Et ce qui est impressionnant, ce sont évidemment ses qualités de footballeur, ses qualités athlétiques, ses qualités techniques. Il a aussi cette qualité, quand on le voit jouer, qui existe que chez les très grands joueurs. Moi qui étais un joueur relativement médiocre, je le dis avec d'autant plus d'admiration, c'est que quand on le voit sur un terrain, on comprend qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire des ouvertures, il a une intuition, une préscience du jeu incroyable qu'on avait chez un Michel Platini ou chez un Zizou. Bon. Donc c'est un immense joueur. Mais en plus de ça, c'est une belle personne. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est très mûr pour son âge, qui, je crois, a été élevé par son père et sa mère dans des valeurs de respect, de collégialité, qui les porte, qui veut maintenant mettre en place une fondation, qui veut aider la jeunesse qui vient de quartiers plus en difficulté ou qui a été moins aidée par la vie, qui est très vigilant à cela et qui tient à la France. Et à cet égard, le rôle qu'il a joué pour la vaccination et pour inciter les jeunes à se faire vacciner est encore une preuve de cette conscience. Oui, je l'ai remercié pour ça. Et je pense que c'est très important parce que c'est une valeur d'exemple. Et la conscience, ça rajoute à leur pression. Ils sont tous des exemples. Hugo Lloris le sait, c'est aussi un très grand joueur qui est là. Je crois qu'il il est recordman du nombre de sélections avec Capitana à la filée. C'est pareil, ils impriment quelque chose, ils posent un exemple. N'Golo Kanté, c'est la même chose. Ce sont des très grands joueurs. Et des exemples. Et ce sont des exemples pour la jeunesse. Et honnêtement, quand on voit N'Golo Kanté, encore le parcours qu'il a fait cette saison avec son club, je l'espère, le Ballon d'Or, ce qu'il va nous faire, j'en suis sûr, dans cette compétition, ce sont des belles personnes parce qu'ils portent des valeurs d'effort, de collectif. Ils sont fidèles au club d'où ils viennent. Et je pense que c'est très important pour le pays. Et je le dis parce que pour moi, que ce soit le foot ou d'autres sports, le sport est toujours un peu plus que du sport. C'est de l'enthousiasme, c'est du plaisir pur, ce sont des moments de communion, ce sont des moments de fierté nationale, on en a énormément besoin en ce moment, mais ce sont aussi des valeurs qui sont très liées à l'éducation. C'est-à-dire on apprend à être ensemble, à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres. On apprend à apprendre ensemble. Et donc pour moi, c'est essentiel. Monsieur le Président, nous venons de traverser une crise sans précédent. Une pandémie historique. La société est de plus en plus divisée, fracturée, de plus en plus violente. Vous en avez été témoin tristement il y a 2 jours. Est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir une équipe de France qui gagne pour fédérer et rassembler les Français cet été? Alors je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur l'équipe de France et on ne peut pas lui demander en quelque sorte, résoudre les difficultés de la nation qui sont plus profondes qu'ont toutes les sociétés démocratiques aujourd'hui. Mais je pense que le sport peut contribuer, en tout cas, à ces moments d'union nationale qu'on doit après collectivement transformer en autre chose. Mais je le disais, pour moi, la première chose, c'est toujours de nous rappeler que ce qu'on fait de grand, on le fait en étant respectueux les uns des autres, en faisant progresser les uns et les autres, d'où qu'on vienne, quel que soit le milieu. Et cette équipe de France en est la preuve. Je veux dire, nous sommes fiers d'une équipe où les joueurs ont des origines familiales, ont des origines géographiques, ont des trajectoires personnelles très différentes, ont des histoires familiales très différentes, où les couleurs de peau sont toutes présentes. Je ne veux pas revenir sur le Black Bomber de 98, on a passé ce cap. Mais c'est le visage de la France. Et c'est parce qu'il y a cette union qui en même temps n'appuie pas sur les différences, mais décide de faire quelque chose de grand ensemble qu'on le fait. Donc c'est un très bel exemple de, pour moi, ce à quoi j'aspire pour notre pays, c'est-à-dire de l'ambition et de la bienveillance ensemble. Et je pense les deux sont à faire en même temps, comme je dis souvent. Il n'y a pas de la bienveillance qui n'existerait que parce qu'on n'a pas de grandes ambitions, ou l'ambition qui accepterait le sacrifice de quelques-uns. C'est les deux ensemble. Et après, je pense que ce sont des moments très importants de communion nationale. On oublie beaucoup de choses. Et je pense que les Françaises et les Français ont le droit à l'insouciance et l'enthousiasme. Je veux dire, on a tous vécu une période qui a été dure. On a demandé beaucoup de sacrifices dans l'intimité des vies. On a demandé des sacrifices à nos plus jeunes
pour leurs études, pour leur vie amicale, festive, parfois amoureuse. On a demandé des efforts aux familles ou aux plus anciens. On a demandé beaucoup d'efforts aux sportifs et aux sportives. Et je pense que voilà, ça va être un moment d'abord d'enthousiasme et de fête. Et j'espère un moment aussi de fierté nationale, parce que je compte bien, le 11 juillet, à Wembley, on gagne. Et vous y serez? Je serai dès la demi-finale aux côtés des Bleus. J'ai pris cet engagement. La demi-finale sera aussi à Wembley, donc je compte bien faire les 2 matchs. Monsieur le Président, je rebondis sur votre réponse et notamment la violence dans notre société démocratique. Votre agresseur, passé aujourd'hui devant la justice, en comparution immédiate, est-ce que vous avez un message à lui adresser? Non, d'abord, je ne veux pas interférer dans le travail de la justice. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, il faut être très simple. D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Quand je dis relativiser, c'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule et pour saluer, il y avait 3 dames qui étaient là, qui attendaient depuis très longtemps. C'est l'imprévu, ça peut arriver à tout moment. Je pense que ça ne dit pas quelque chose de plus profond qu'un acte isolé, d'abord. Et il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, que j'ai eu à vivre comme président au moment de la crise des Gilets jaunes. La société n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé, du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre. Ensuite, la vraie violence, vous savez, c'est la violence que subissent les femmes qui meurent sous le coup de leurs compagnons et de leur mari. Encore trop. Et contre féminicides contre lesquels nous nous battons avec force. C'est la violence que subissent celles et ceux qui rentrent chez eux, qui sont agressés. Voilà. Ça, c'est la vraie violence, celle contre laquelle je veux qu'on continue de se battre, avec de l'autorité, de la force, mais aussi de l'éducation, parce que à la fin des fins, on doit tous vivre en société. Même ceux qui font le pire à un moment donné. Ils ont vocation à y revenir. Et donc il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait et qu'on les rééduque quand ils n'ont pas été éduqués. C'est pour ça que vous n'avez pas porté plainte? Non, mais pour ne pas, justement... parce que tout de suite, l'affaire a été exagérer un acte d'abord, je veux dire, le moment politique ne doit pas être qualifié par rapport à cet acte, parce qu'il est isolé, et c'est plutôt un moment où la société se retrouve avec elle-même. Et je pense que, moi, ce que je sens plutôt dans le pays, c'est de l'optimisme, c'est une volonté de retrouver la vie, c'est du dynamisme. Donc, mon premier message, c'est ne faisons pas dire à cet acte imbécile et violent, plus qu'il ne faut lui en faire dire. La société, elle est dans l'optimisme, le retour à la vie et le retour au travail. Et pour moi, c'est ça qui est important. Beaucoup de gens veulent retrouver leur travail, travailler à plein. Ils ont, pour certains de nos concitoyens, l'angoisse du chômage. Et donc, portons cet optimisme, ce retour à la vie. Deuxième chose, la vraie violence, c'est pas ça. Oui. Et donc, il ne faut pas le perdre de vue. Je serais indécent à vous dire. Puis, il y a un autre message, il ne faut malgré tout pas banaliser cela. Parce que quiconque porte une autorité publique a droit au respect. Et je le dis, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que des maires, par exemple, soient agressés, et parfois beaucoup plus gravement que je ne l'ai été. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à cela. Et de la même manière que je vous dis que j'essaie de relativiser les choses ou de les mettre à leur juste place, je dis on ne doit jamais s'habituer à cela. Pourquoi? Parce qu'une société démocratique, c'est une société où vous me posez des questions libres, c'est pas moi qui les ai choisies, je vais vous donner mes réponses. Vous pouvez me critiquer. On le fait du soir au matin, chaque jour et partout, et c'est normal, c'est une société démocratique. On peut manifester, on peut dire ses opinions et critiquer le gouvernement, le président de la République. On a une expression démocratique libre avec le droit de vote. On peut changer celles et ceux qu'on élu. Tout cela, c'est un trésor, hein. C'est le fruit de nos conquêtes. Il y a beaucoup de pays dans le monde où ça n'est pas possible. Et il faut le respecter. Mais la contrepartie de cela, c'est le respect et la fin de la violence. Si la haine langagière, physique, sur les réseaux sociaux, parce qu'on ça vient de ça, on s'habitue à une haine et une violence sur les réseaux sociaux qui après se normalisent. Et quand on est face à face, on a l'impression que c'est la même chose. Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est une déviance des dernières années. Dans ce cas, pour tout ce dernier point, pourquoi ne pas avoir porté plainte? Parce que je pense que les magistrats, la justice s'en est tout de suite saisie, et compte tenu de la place qui est la mienne, je pense qu'il fallait laisser la justice suivre son cours. Très bien. Alors on va revenir au foot. Mais vous avez raison, mais tout ça se tient. C'est-à-dire que derrière, on le voit bien, ça se passe dans la société. Quand il y a du mal-être, mais ça ne le justifie pas. J'entends trop de discours qui disent « oui, mais c'est très dur pour eux ». Donc, rien ne justifie, rien de rien ne justifie quelque violence que ce soit en société démocratique. Jamais. À partir du moment où on commence à justifier les choses, on est dans la dérive. Bon. Et donc, à la base de la base, si on veut revenir, qu'est-ce qui permet de prévenir? L'éducation.
l'éducation dans les familles. Et je le redis, nous devons accompagner les familles pour qu'elles s'occupent de leurs enfants. C'est l'instruction de base, il ne faut pas enlever cela. Et donc il faut aider tous nos jeunes, aider les familles à élever, aider tous nos jeunes quand ils n'ont pas de famille ou des familles qui sont bousculées par la vie. C'est ensuite l'école qui doit évidemment apprendre des savoirs, mais apprendre un savoir-être. C'est l'objet de ce qu'on fait depuis 4 ans, en remettant plus de professeurs, en s'assurant qu'il y a ce savoir. Et c'est, pour moi, le sport et la culture. Le sport et la culture, c'est apprendre des valeurs, c'est reconnaître d'autres qualités chez nos jeunes, c'est apprendre à être ensemble, c'est trouver des règles de vie. Et c'est pour ça que tout se tient. Et que nos clubs de sport, nos associations sportives amatrices, ils jouent un rôle absolument essentiel pour nos jeunes. Parce qu'ils apprennent à nos jeunes des règles, arriver à l'heure, respecter des règles du jeu, respecter un collectif, avoir une discipline, une hygiène, et ils vont progressivement aussi apprendre des valeurs à nos jeunes. Et donc dans cette période qu'on a vécue, qui a été très dure, nos associations, nos clubs ont beaucoup souffert. Exactement. Et on a essayé va y revenir, on a des questions d'ailleurs là-dessus, ça tombe bien. Mais d'ailleurs, puisque vous en parlez, je rebondis sur votre réponse, Monsieur le Président. On a souvent des appels de présidents de clubs qui nous appellent au 32-16 sur RMC dans Top of the Foot et qui nous disent, des présidents de clubs de football amateurs, on est au bord de mettre la clé sous la porte. Des enfants sont malheureux, ils ne peuvent plus s'entraîner parce qu'on n'a plus de moyens. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, le si fameux quoi qu'il en coûte, existera aussi pour ces clubs de football amateurs? C'est notre sport préféré, le football en France, le sport le plus pratiqué. Est-ce que ce quoi qu'il en coûte existera aussi pour eux? Alors comme vous le savez, on a d'abord beaucoup accompagné tous les clubs pendant cette période. Et moi je l'assume totalement, on a eu un plan sport massif. Et on les a accompagnés, pourquoi, de plusieurs milliards d'euros, plus de 3 milliards, parce qu'on a accompagné en compensant la billetterie et en compensant les activités. Ça, c'est pour les structures où il y a un club, ou pro, ou semi-pro, ou en tout cas, on vide la billetterie. Oui. Ensuite, l'autre sujet pour les clubs, c'est 2 points, les cotisations et les abonnements, et ensuite, les aides des collectivités. Donc on a accompagné les collectivités, on va continuer de le faire, pour qu'elles puissent toujours être à côté de leur club. Et ensuite, c'est aussi pour ça que j'ai voulu, dès qu'on a rouvert, il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, justement les premières stades, les premières pratiques pour les plus jeunes, sachant que hier on a rouvert pour tous les amateurs de France en sport et on a rouvert les activités en indoor, bien c'est de mettre en place ce passe sport. Et ce passe sport, il est très important parce que c'est de dire, il doit y avoir aucun rempart pour une famille, quels que soient ses moyens. Et donc on va accompagner les jeunes pour prendre justement la cotisation, l'abonnement, dès 6 ans et jusqu'à 18 ans. Et pour les familles qui sont les plus en difficulté, faire cet effort de les accompagner et de payer tout ou partie de la cotise. On a un travail exceptionnel qui est fait par les maires, qui tiennent à ces clubs, qui souvent d'ailleurs eux-mêmes les président. J'étais près de Troyes il y a quelques semaines, c'est formidable, j'ai vu un maire dans la métropole qui était très engagé, qui présidait le club de foot et qui payait les équipements justement de ces jeunes. Donc on va évidemment là en sortie de crise, d'une part avec le passeport, accompagner les familles pour que les jeunes puissent s'abonner, rentrer dans un club, et c'est un message général que je veux lancer, mettez votre enfant au sport, quel qu'il soit. Parce que, 1, ce sont des valeurs. 2, c'est l'apprentissage d'une discipline, qu'elle soit individuelle ou collective. Et 3, c'est bon pour la santé. Je veux passer aussi ce message d'ici à 2024, parce que pour moi, les années qui viennent sont clés, c'est le sport santé. Pour un jeune, faire du sport, c'est la meilleure prévention contre l'obésité. Et ce qui est un fléau terrible pour beaucoup de nos ados et de nos jeunes. Et donc, mettez vos enfants au sport, c'est le meilleur moyen d'avoir un vrai investissement pour vous, pour eux, dans leur santé. Donc on va là les accompagner avec le passeport, on va les accompagner en accompagnant les mairies sur cette politique, et on va mettre en place évidemment un plan de relance en sortie de crise pour nos clubs sportifs, et en particulier les plus petits. Et évidemment, et les bénévoles aussi qui travaillent autour de ce club-là. Alors vous avez parfaitement raison de rappeler ce rôle des bénévoles, je vous remercie, je l'avais dit il y a quelques semaines. Nos petits clubs, ils ne tiennent pas sans les bénévoles. D'abord, même ceux qui ont un rôle, des emplois, ils donnent énormément de temps bénévole. On ne compte pas les heures dans ce secteur. Mais beaucoup de bénévoles, en effet, permettent de tenir ces clubs. Ils forment, ils accompagnent, ils véhiculent les jeunes. Le statut du bénévole en France pour le sport amateur. C'est une vraie question qui s'est posée et qui se pose encore. Après, je pense qu'il faut essayer de ne pas la dénaturer et de garder cet esprit d'engagement. Parce que le bénévolat, ensuite, peut prendre plusieurs formes. Ça va aussi être de tenir la buvette, de permettre d'ouvrir le club le dimanche. Donc,
Je pense qu'il faut le reconnaître, le valoriser. Je pense qu'il faut le valoriser avec des élus qui savent donner leur place par aussi de la reconnaissance de la nation. Mais moi, en tout cas, je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui font vivre le sport et tous les sports partout sur le territoire français. Hier, ça a été un moment important de réouverture, mais avec voilà, le passeport pour tous nos jeunes et toute la politique qu'on va mettre en place, on fera le maximum pour les accompagner. Alors justement, donc demain, l'Euro débute et ça coïncide avec cette nouvelle étape du déconfinement, hein, une sorte de retour à la vie normale ou à des réflexes de la vie normale. Est-ce que vous allez tout faire pour qu'il y ait un maximum de fan zones ouvertes pendant l'Euro pour que les Français puissent se regrouper et vivre ces matchs ensemble? Oui, alors avec des règles sanitaires, comme vous le savez, jusqu'au 30 juin, on va avoir des fan zones où il faut d'abord être assis, qui seront à 65% de la jauge, enfin qui vont tenir avec les limites de jauge qu'on connaît, et pour ceux qui veulent passer au-dessus, le pass sanitaire, un peu comme on l'a dans les stades. Donc il y aura des contraintes jusqu'au 30 juin réelles, mais qui rendent la vie possible et qui seront le fruit de décisions au plus près du terrain. C'est ce que j'ai toujours voulu. Et donc ce sont les maires avec les préfets qui vont vraiment décider de cela. À partir du 30 juin, et là je touche encore du bois, si on continue à bien avancer, et aujourd'hui on le voit, nous tenons la réouverture progressive sans que notre situation sanitaire ne se dégrade, au contraire. Là on pourra ouvrir beaucoup plus et avoir une fin de compétition avec des fan zones où, je dirais, il y aura même encore plus de liberté et d'arrivée. Donc ce que je vais demander aux supporters, c'est vrai dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir un premier temps d'Euro où les fan zones n'auront pas exactement le même visage que d'habitude. On sera assis, on sera à 65% de la capacité. En respectant les gestes barrières. En respectant tous les gestes barrières. Mais les Françaises et les Français ont montré d'abord leur esprit de solidarité et de discipline, qu'ils savaient le faire. Et ils verront aussi, je pense qu'ils vont tellement retrouver le plaisir d'être ensemble et des retrouvailles avec le sport que je suis confiant. Monsieur le Président, vous avez salué longuement un homme, c'est Karim Benzema, qui a fait son retour en équipe de France. Vous portez quel regard sur son retour? Et quand on parlait de Français qui se rassemblent, on a l'impression que cette séquence a rassemblé les Français plus que les Français fans de football. C'est vrai. Je pense que Karim Benzema représente quelque chose, d'abord parce qu'il y avait eu des moments plus tendus. Je pense que pour beaucoup de Françaises et de Français, d'abord c'est un grand champion de foot. Je ne dis pas ça que pour sa jeunesse lyonnaise, mais qui est parti maintenant depuis plusieurs années en Espagne et qui est suivi de près par les fans. Je pense que pour beaucoup de jeunes aussi issus de l'immigration, Karim Benzema est un modèle de réussite. Vous aviez dit dans Zadig qu'il faut, chez nos confrères de Zadig, qu'il faut traverser, avoir des modèles de réussite dans les quartiers. Oui, notamment. Et il en fait partie. Et je pense que, en plus, c'est un joueur qui a mûri. Et j'étais très content de le retrouver là. Et encore une fois, je pense que le sélectionneur a fait le bon choix. Il a fait le bon choix pour son équipe, pour le sport, mais il a fait un choix qui est important et qui est symbolique aussi pour la nation. Parce que ça veut dire que quand on a des différends à un moment donné, ou des raisons qui font qu'on ne retient pas quelqu'un, eh bien on peut évoluer, parce que cette personne mûrit, corrige ses défauts. Et je pense que Karim Benzema a gagné en maturité sportive et personnelle. Je pense que d'ailleurs on le sent, c'est quelqu'un de beaucoup plus serein, épanoui. Je pense que c'est quelqu'un qui a une immense carrière de joueur en club. Et moi, je n'aspire qu'à une chose, c'est qu'il écrive maintenant la page de l'immense joueur qu'il est au sein de l'équipe de France. Et je sens qu'il a envie de faire cela. Et comme vous le dites, ça va au-delà du sport. C'était attendu par beaucoup de jeunes et moins jeunes en France. Et il fait partie de ces modèles. Et moi, je pense que c'est très important. Vous savez, dans la vie, on peut faire des erreurs. Il faut qu'il n'y ait jamais rien de rédhibitoire quand on fait des efforts pour revenir. Et d'ailleurs, ils vous ont dit, non, Didier Deschamps, Karim Benzema, qui a fait le premier pas vers non, j'aurais jamais... C'est des questions qu'on essaie d'avoir bien dans sûr, je comprends, c'est votre travail. Et c'est à vous, on sait jamais. Et c'est à eux d'y répondre. Moi, je ne me suis pas permis de leur poser la question. Je trouve que en tout cas, c'est l'illustration d'une très belle intelligence, de part et d'autre. Très bien. Et je pense que c'est pour le meilleur, mais ça veut dire aussi qu'on progresse tous dans la vie. Autour du retour de Karim Benzema, une autre polémique est arrivée sur le plateau de Noël Le Graët et sur le bureau de Noël Le Graët plutôt, c'est la chanson de Youssoupha. Est-ce que ça vous agace de voir que le football parfois est instrumentalisé par les extrêmes autour de l'affaire Karim Benzema, par exemple, d'entendre que Karim Benzema représente une partie de la France racaille, c'est ce que l'on a entendu il y a quelques jours, et autour de cet hymne, de cette chanson de Youssoupha. Ça vous agace parfois? Je pense que personne n'a à utiliser le sport ou le football pour essayer de faire passer des messages politiques de division.
c'est aussi pour ça que moi je suis très vigilant à ce sujet, il y a des polémiques permanentes. Nous les vivons tous et toutes dans notre pays, qui portent ce ferment de division sur absolument tous les sujets, qui sont bien souvent totalement dérisoires. Nous sommes une nation qui a son histoire, sa culture, sa langue, et qui a toujours aspiré à l'universel et dont la force est de savoir être à chaque instant de son histoire plus grande qu'elle-même, en intégrant des femmes et des hommes d'horizons différents qui se battent pour elle. C'est l'histoire de nos armées, c'est l'histoire de notre vie politique, c'est l'histoire de notre vie sportive. Et c'est que chacun et chacune aussi qui y participe se grandissent parce qu'il sert la France. C'est ça qui m'intéresse. Qu'un chanteur soit fier de porter l'équipe de France et les valeurs qui vont avec, et décide aussi d'évoluer lui-même. Et peut-être se rendre compte que ce qu'il a fait était des erreurs. Moi, j'ai envie que les gens qui ont fait des erreurs les corrigent. Vous avez aimé cette chanson? On ne peut pas vivre. C'est même pas la question. Moi, la question, c'est que nous sommes 68 millions à vivre ensemble. Et je crois que mon rôle, dans un moment très difficile et inédit de la vie de la nation, c'est que chacun soit conscient de ce pourquoi nous avons à vivre ensemble. Ce qui nous lie est plus fort que nous. Et y compris chez des femmes et des hommes qui sont issus de l'immigration. Parce qu'ils ont décidé de joindre une nation, ses valeurs. Et donc ils ont des devoirs et des droits. Mais c'est ça qui nous rend forts. Donc l'esprit de division, de séparation, je me bats depuis le premier jour que je suis engagé en politique et je pense que le rôle de la République est de ne pas céder à ces polémiques, de ne pas perdre de temps avec tout cela, mais plutôt d'avancer. Et moi je me réjouis que l'équipe de France fasse partie de ces aventures collectives, il y en a d'autres dans la nation, qui nous permettent d'avancer, de montrer que diable, il porte le maillot, il a ses 2 étoiles, il a le coq français, ce coq est gaulois. Et quels que soient les prénoms et les noms, ces jeunes gens, aujourd'hui, ce sont des hommes. L'équipe féminine, on a la même fierté pour elle. Et je n'oublie pas le moment que j'avais passé avec aussi les joueuses de l'équipe de France de football féminine. Eh bien, ces hommes, puisque c'est dont je parle aujourd'hui, ils portent et ils représentent la France. C'est notre visage, c'est notre fierté. Et que tous ceux qui ne les aiment pas considèrent qu'ils n'aiment pas une part de la France. Mais personne n'a à dire ceci est une part légitime, ceci n'en est pas. Monsieur le Président de la République, il y a un autre dossier qui concerne le foot, alors pas directement l'équipe de France ou la Fédé, il y a une crise autour des droits télé pour le foot professionnel français. Il y a eu le fiasco de Mediapro, le précédent diffuseur. À l'heure actuelle, la question n'est pas réglée, il n'y a pas de diffuseur pour la saison prochaine. C'est un dossier qu'historiquement, l'Élysée a toujours suivi concernant les droits télé et le foot pro français. Est-ce que vous suivez ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous pourriez être tenté d'intervenir à un moment donné? Bon, je suis sans... Je ne suis jamais intervenu directement. Je pense que ce n'est pas mon rôle. L'Élysée, c'est vos prédécesseurs en général. Mais parce que je pense que ce n'est pas mon rôle. Je pense, j'ai eu l'occasion de le dire, que le contrat signé avec Mediapro était une erreur. Parce que les montants étaient décorrélés d'une réalité. Et je pense que les connaissances réciproques, l'un à l'égard du foot français et le foot français à l'égard de l'investisseur, étaient insuffisantes. Et donc je pense que c'était une aventure dans le mauvais sens du terme. Bon. On en est là. Maintenant, moi je veux que le monde du football se relève de cette affaire. D'abord, je le dis, moi je pense que notre rôle c'est d'être toujours derrière la fédération française et l'ensemble des clubs d'une part, et le rôle du président Le Gret est constant et extrêmement structurant, et puis d'être derrière la Ligue. La Ligue vit une crise, il y a une équipe là, qui s'attache courageusement à la relever, à restructurer les choses, à redonner une viabilité financière, c'est important. Et donc moi, je souhaite qu'il puisse y avoir une sortie par le haut de ce sujet, qu'il puisse retrouver d'investisseurs, des chiffres qui soient viables pour tout le monde, et un modèle qui avance. Après, je vais vous parler franchement, je pense que ces chiffres sont vertigineux pour beaucoup de nos concitoyens. La réalité du football partout sur le sol national, que ce soit sur l'Hexagone ou outre-mer, parce que je n'oublie pas les Françaises et les Français ultramarins qui sont si attachés au football, et pour qui c'est si important,
leur réalité, vous l'avez dit, ce sont les bénévoles, ce sont les petits clubs, ce sont des Oui, rémunérations après, vous modestes. savez comment ça marche. C'est un secteur d'activité Mais global. vous avez qu'il faut raison. Alors prendre en après, considération. mais je dis ça parce que c'est quand même la réalité du plus grand nombre. Donc il faut faire attention, il faut que tout ça soit sain. Ensuite, je pense qu'on a un vrai sujet, c'est quel est le modèle d'affaires du foot pour les prochaines années. Et je pense qu'un modèle qui ne repose que sur les droits télé et la vente très chère des joueurs, ça ne tient plus. Ça ne tient plus puisque c'est bon pour personne, parce qu'on a trop de clubs qui, en quelque sorte, dès qu'ils ont un bon joueur, le vendent pour en tirer le maximum, ce qui est parfois pas très bon pour le joueur, décevant pour leurs supporters et pas bon pour eux. Donc il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui soit beaucoup plus, justement, robuste, beaucoup plus diversifié, qui permette une politique de formation qui est quand même une force historique de la France et de nos clubs, renforcée et consolidée, et ça c'est ce que veut la Fédé, ce que veut aussi la Ligue, diversifier les sources de financement pour avoir un modèle beaucoup plus structuré qui permette d'avancer. Monsieur le Président, dernière question. Et Didier Deschamps nous l'a annoncé la semaine dernière, il souhaite continuer après la Coupe du Monde 2022. Et vous? Je souhaite que Didier Deschamps continue après la Coupe du Monde 2022. C'est pas la Résolument. question. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous souhaitez continuer après 2022 avec Didier Deschamps? Je ne vous répondrai qu'à la question du sélectionneur. Pourtant, c'est votre réponse qui nous intéresse. Moi, je l'ai déjà dit. Non, mais moi, ce serait intempestif au sens propre du terme de vous dire ça. Moi, je dois me battre chaque jour pour réussir ces étapes et je ne suis concentré qu'à cela. Chaque chose en temps voulu. Vous savez, c'est comme pour une compétition. Si on pense à la demi-finale ou à la finale avant d'avoir joué le premier match de poule, c'est généralement comme ça qu'on rate celui-ci. Donc, moi, les Françaises et les Français m'ont donné une mission. Ils me l'ont donnée pour 5 ans. Et je l'ai déjà dit, moi, je le ferai jusqu'au dernier quart d'heure, en étant engagé comme je suis depuis le premier jour, c'est-à-dire au maximum de ce que je peux faire, et au service du pays. À un moment, la question de mon avenir personnel se posera. Et je la dirai, j'apporterai une réponse en toute franchise. Si je me pose la question maintenant, ça veut dire que je me mets en situation de ne plus faire ce travail dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, c'est pour ça que je l'écarte. Je comprends votre question. On attend les arrêts de jeu. Quoi. Oui, on attend le bon moment. Le bon moment. Mais on se bat, vous savez. Et je fais un dernier lien entre, d'ailleurs, l'actualité et le foot pour vous montrer que tout ça se tient. Je disais, on en a parlé de tout cet échange, cette compétition va être le moment de retrouver l'enthousiasme, le sport, la fierté, l'unité nationale. Mais dans le même temps, la France, qui est une grande nation de football, elle va retrouver une part de son histoire. Parce qu'on était ce matin avec Gianni Infantino et les équipes de la FIFA. Et il ne faut jamais oublier, la FIFA, elle a été créée en France. Et elle revient en France. Et elle va, pour une partie de ses équipes, revenir en France, à l'hôtel de la Marine, qui a été un formidable travail de rénovation qu'on a fait durant ces dernières années. Et c'est pour moi un vrai symbole. Et ça, on le doit à nos joueurs. Et on le doit à nos joueurs de l'équipe de France, mais à tous nos joueurs. C'est que la France reste une grande nation de foot. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à convaincre le staff de venir ici. Les fédérations étrangères seront accueillies à Paris. Et je le dis parce qu'on a, il y a quelques jours, célébré la France comme première en termes d'attractivité en Europe, pour la 2e année consécutive, malgré la crise. Eh bien, l'attractivité, c'est l'attractivité de notre modèle, notre art de vivre, nos restaurants qu'on vient de rouvrir, nos investisseurs, nos industries, mais c'est aussi le sport. Ça en fait partie. Et donc, tous les amateurs de foot peuvent être très fiers que nous sommes redevenus pleinement une grande nation de football, avec une équipe de premier plan championne du monde, une équipe de premier plan qui va nous ramener l'Euro, et avec aussi la FIFA qui revient mettre un pied à Paris. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel pour RMC et pour BFM TV. On vous avait quitté le 15 juillet 2018 sous la pluie battante de Moscou. On espère vous retrouver le 11 juillet 2021 sous le soleil londonien de Wembley. Merci. Je l'espère aussi. Merci à vous et merci à toutes vos équipes de nous permettre de suivre tant d'événements et de partager cet enthousiasme. Merci, Monsieur le Président.